Comme ça. Comme Rolio essuie-glace. On recommence tout? Non, ça. Ça fonctionne, mais c'est mieux. Comme ça. Bonjour, bienvenue dans le numéro 13 de Boulevard du Cinéma. Aujourd'hui, nous sommes avec Bruno, Renaud, Sandrine, Daniel Bouteiller, qui est le maillot jaune aujourd'hui du jour, Damien, et nous avons deux invités, Nicolas qui revient nous faire un petit coucou. Coucou, voilà. Et monsieur Jean-Claude Bissian qui nous fait le plaisir d'être ici. Le plaisir est partagé. Par contre, il faut parler dans le micro. Le plaisir est partagé. Merci. Alors Jean-Claude qui a sorti un bouquin vraiment passionnant, en fait son livre de mémoire, qui s'appelle Le cinéma en héritage. C'est exact. Donc qui raconte un peu ta vie, ton parcours de cinéphile. Bah oui, je suis arrivé à un âge maintenant où je peux me pencher un peu sur le passé. Et quel passé? Et quel passé? Bah, c'est vous qui le dites, mais oui, j'ai rencontré du beau monde, c'est vrai. Et Alors, donc j'avais envie de fixer ça un peu pour laisser quelque chose à mes enfants, laisser un héritage, enfin, je peux pas mieux dire. et en plus c'est un livre avec de très belles photos, d'illustrations, qui proviennent de ta collection personnelle. Oui, collection personnelle, oui. Bah, je pense qu'un livre, c'est aussi un livre d'images, surtout quand on parle du cinéma. Donc j'avais envie qu'il soit abondamment et bien illustré. Voilà. Et alors ton aventure cinéphile a commencé à l'âge de 7 ans. Et tu as découvert un certain Errol Flynn dans un certain film, Les Aventures de Robin des Bois. Je vois que tu as lu le livre. Oui, tout à fait. Bah oui, je suis tombé très tôt dans le cinéma, je suis né en 39, donc je suis tombé dans le cinéma en 45-46, à 6 ans et demi, où mon père m'a fait découvrir Les Aventures de Robin des Bois, version Errol Flynn, au Gaumont Palace. Donc le Gaumont Palace, c'était un temple surdimensionné qui faisait 6000 places à l'époque, c'était le plus grand cinéma d'Europe. Et quand on est tout petit comme ça, qu'on découvre un film en Technicolor, dans cette ambiance insensée, c'est vrai que ça laisse des traces. Et je m'en suis jamais véritablement remis. Donc c'est le film qui a semé la petite graine de la cinéphilie. Ben oui, bien des poètes l'ont dit avant moi, guérit-on jamais de son enfance. Oh, c'est beau ça. Ensuite, c'est aussi ton papa qui t'emmenait très très souvent au cinéma. Oui, parce que mes parents étaient divorcés. Donc, ma mère, qui venait d'obtenir le droit de vote en 1945, donc en même temps a divorcé très tôt de mon père, qu'elle avait trompé d'ailleurs pendant la guerre. Et c'est pas gentil, non? Et je lui dis bien des années après. Lui, il était parti sur l'enfer de la frontière du Nord, où il est revenu à pied péniblement. Et quand il est rentré, ils ont donc divorcé, ce qui était à l'époque assez rare, parce que les femmes ne divorçaient pas aussi facilement que maintenant. Et les couples ne divorçaient pas aussi facilement. Et mon père venait de chercher le dimanche, et donc c'était traditionnel, c'était le restaurant, le cinéma permanent à l'époque, c'est là qu'on entrait en cours de séance, on pouvait rester 2-3 fois si on voulait, voilà. Et puis je suis tombé dans le cinéma, et comme je vous le dis, je m'en suis jamais remis, quoi, voilà. Et ensuite, donc c'est plus tard que tu as découvert Anthony Mann. Oh, beaucoup plus tard, oui, beaucoup plus tard. Au départ, je me suis déplacé au cinéma pour aller voir des acteurs, entre autres Errol Flynn, Stewart Granger, etc., etc. Et des films d'action, essentiellement des westerns, John Wayne. Et puis un jour, j'ai pris conscience de ce qu'était la mise en scène à travers Anthony Mann. En voyant L'Homme de la Plaine. En voyant L'Homme de la Plaine, que j'ai vu à Londres, en anglais. Ah oui. Parce que très longtemps, les voix françaises, je ne connaissais que ça, et j'ai découvert les vraies voix des comédiens, je les ai découvertes en Angleterre. C'est-à-dire que Errol Flynn ne parlait plus avec la voix de Jean Davy, Basil Rathbone avec celle de, je me souviens plus de son nom d'ailleurs, et Olivia de Havilland avec celle d'Amélie Dalmès. Non, on découvre les vraies voix.
Et maintenant, je ne supporte plus de voir un film en version française. Je vois les. Ouais. Et donc, j'ai découvert L'Homme de la Plaine comme ça, avec James Stewart, cette voix si particulière de James Stewart. Et puis j'ai compris, grâce au film, en voyant le film, et parallèlement à la lecture des livres de Michel Morlet sur Un air ignoré, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait quelque chose derrière la caméra, il se passait des choses, etc. Et j'ai commencé petit à petit à entrer dans l'univers de la mise en scène. Et j'ai pu voir les films de la même manière, bien sûr. Et d'ailleurs, tu seras un peu plus tard le premier à écrire un livre en français sur Anthony Mann, justement. Oui, parce que j'ai eu le bonheur de... J'ai écrit ce livre sur Anthony Mann, je le lui ai envoyé à Londres parce qu'il travaillait sur Les Héros Télémaire, qui était une super production européenne. Avec Kirk Douglas. Avec Kirk Douglas et Richard Harris. Et il a reçu ce livre, et peu de temps après, j'en revenais pas, j'ai reçu un télégramme de remerciement avec un billet d'avion me demandant de venir le retrouver sur le plateau du film. À Pinewood. À Pinewood, voilà. À 30 km de Londres à peu près, voilà. Et là, ce qui est sympa, c'est qu'il te fait visiter. Il m'a fait visiter les plateaux décors. de Pinewood. Je vois les décors de Opération Tonnerre qui se tourne à l'époque. Oui. J'ai serré la main de Sean Connery, James Bond à l'époque. Voilà, donc vous entrez, c'est un conte de fées, quoi, évidemment. Et comme j'avais fait des études d'interprétariat, donc je parlais très bien anglais et allemand, et donc je n'avais pas de problème pour parler avec Mann. Et j'ai parlé avec Kirk Douglas, avec Richard Harris, qui est un mec complètement sublime. Et voilà. Et c'est parti comme ça. Voilà. Et pendant que j'étais à Londres, Mann a reçu un script qui était la ligne de démarcation que lui a envoyé le producteur Georges de Beauregard, en lui demandant de faire le film. Ce qui l'a beaucoup surpris, il m'a demandé de lui servir d'intermédiaire quand je suis rentré à Paris auprès de Georges de Beauregard. Et c'est comme ça que je suis entré dans le milieu de la relation publique. Voilà, parce qu'après, tu as été un des plus grands attachés de presse de Paris. Ce qui est marrant, c'est que la personne qui m'a ouvert la porte du bureau de Georges de Beauregard, c'était Bertrand Tavernier, qui à l'époque était un petit grouillot dans les bureaux de Beauregard. Voilà, on a lié connaissance comme ça. Et donc ça t'a permis déjà de rencontrer du beau monde. Ça m'a permis de rencontrer du beau monde. Et j'avais eu un précédent, il y avait un ciné-club au lycée de Deauville où j'étais potage, parce qu'à Paris je foutais rien. Donc mes parents m'avaient mis comme potage, enfin ma mère m'a mis comme potage à l'ancien lycée de Deauville. Et il y a eu un ciné-club, et un jour il y a Jean-Pierre Mévy qui est venu présenter le Silence de la mer. Ouais. Et j'étais d'une grande timidité à l'époque, je suis toujours un peu, mais ça passe avec le temps. Et j'ai pris la parole à la fin de la projection, et j'ai intéressé Melville, curieusement, parce que je lui parlais de ma préférence pour le cinéma hollywoodien. Il m'a sorti du lycée le lendemain, et j'ai passé la journée avec lui. Et je l'ai retrouvé des années après, rue Troyan, pour une projection de Major Dundee de Sam Peckinpah. Il s'est souvenu de moi, et donc on a sympathisé, voilà. Donc tout ça, c'est en relation publique, quoi. Et il y a une chose qui m'avait beaucoup frappé quand j'ai rencontré Melville dans les studios de la rue Génère, c'est qu'il avait des cartons à chaussures sur des étagères. Et des vrais cartons à chaussures. Et dessus, il y avait marqué 5, 4, 3, 2, 1. Je posais la question. Et en fait, les cartons contenaient des fiches sur les acteurs compléments français. Et donc, il y avait ceux qui étaient bons. 4 jours, 3 jours, 2 jours, 1 jour, etc. J'avais trouvé ça stupéfiant. Il était incroyablement organisé. Et il m'avait dit, Jean-Claude, il faut toujours se préparer en amont. Toujours. On n'a pas le temps de faire ça sur le tournage. Voilà, ça, ce sont des anecdotes que je raconte dans ce bouquin. Ah oui, le bouquin est vraiment plein d'anecdotes. Et ce qui est bien avec ce livre aussi, c'est que tu donnes envie de voir plein de films. Parce que c'est des films que tu as défendus quand tu t'es attaché de presse. Bah oui, mais c'est l'idée. Hein. Le cinéma, c'est un partage. C'est vrai, plutôt que de parler de... Bon, je parle un peu de moi au début, évidemment, comment j'ai été amené à, mais l'idée, c'est de parler des films dont je me suis occupé, c'est-à-dire Dernier Tango à Paris, Sergio Leone, La bataille d'Alger, qui est un film très difficile, Willy Boy de Polanski, tous ces films qui sont des films importants. Donc pour Arthur Penn, pourquoi on les aime, pourquoi on les a défendus, comment on les a défendus, et surtout le rapport avec le metteur en scène, ce que le metteur en scène pensait lui-même à l'époque, ce qu'il avait envie de transmettre, ses rapports avec la presse, les bonnes critiques qu'il recevait, comment les recevait-il. Woody Allen, je me suis occupé de Woody Allen de Bananas en 1971 jusqu'à Manhattan en 82. Donc j'ai fait un long voyage compagnonnage avec Woody Allen. Avec Hitchcock, ça c'était... Oui, tu as rencontré aussi. Que j'ai rencontré, oui, très impressionnant bien sûr.
sur un film qui était malade, puisque c'était Topaz Leto, qui n'est pas son meilleur film, et qui était un film qui a eu 3 fins différentes, et qu'il a fallu présenter avec beaucoup de doigté. Il m'avait dit, Mister Mission, contactez François Truffaut de ma part, il va vous aider. Et effectivement, Truffaut a beaucoup aidé. Et Chabrol également. Ils ont beaucoup aidé à la sortie du film, à la compréhension du film. Le problème du film, c'est qu'il y a de très bonnes choses dedans, et il y a des choses qui ne vont pas du tout. Donc l'idée, c'est de faire ressortir ce qui allait et de dissimuler ce qui n'allait pas, quoi, bien sûr. Il y a également Sergio Leone aussi, que tu as rencontré. Immense. Il était comment, Sergio Leone, dans la vraie vie? Absolument adorable. Il parlait français comme toi et moi. Adorable personnage. Sans aucune vanité. Non, c'est des grands moments. Hein. Alors, ce qui est drôle, c'est que bon, le métier d'attaché de presse, des fois, présente des choses un peu inattendues, parce que, par exemple, il y a eu Ralph Nielsen, le réalisateur du Soldat Bleu, qui, pour la promotion donc, du film à Paris, t'avait demandé un petit service un peu spécial. C'est gentil, le livre a été lu, oui. C'est-à-dire qu'ils ont passé avec son... Il avait un collaborateur qui était venu avec lui. Soldat Bleu était un gros succès aux États-Unis. Et j'ai la mauvaise idée de les emmener au Crazy Horse Saloon. Donc je les emmène au Crazy Horse Saloon, ça leur donnait des idées, et le lendemain, ils m'ont demandé des demoiselles pour les accompagner dans la soirée, ce que je n'avais jamais fait de ma vie. Donc la personne qui m'avait engagé est un homosexuel, qui m'a dit, écoute Jean-Claude, démerde-toi, les nanas, c'est pas mon truc. Donc qu'est-ce que je fais? J'avais à côté de la Madeleine, qui était il y avait des bars à professionnels à l'époque, à côté de la rue Godon-Marois. Je parle avec 2 professionnels qui me disent d'accord, présentez bien, élégante et tout, elles me disent d'accord. Et donc, elles me demandent une partie de la somme en amont. Donc, je leur donne de ma poche une partie de la somme en amont, on prend chacun sa voiture et nous voilà partis vers le Georges V, retrouver Ralph Nelson. Et puis, à Alma-Marceau, je vois la voiture qui me suivait, qui bifurque et qui fout le camp. Voilà. C'est ce que je dis, c'était Béliou la fumée. Donc, je me suis retrouvé comme un gros con, en ayant dépensé la moitié de la somme, et puis surtout, rien à proposer à Ralph Nelson, rien du tout. Il m'a dit, écoutez, votre histoire est très marrante, mais ça me rappelle un téléfilm que j'ai fait pour je ne sais trop qui, voilà. Et puis son adjoint me dit, c'est exactement l'histoire de Carol Baker qui a plumé Joseph Levine à Hollywood, de la même façon. Ah bon, très bien. Alors, quelques temps après, donc ça s'est quand même bien terminé parce que la campagne de presse c'était un succès. Et puis peu de temps après, je me repointe rue Godon-Marois pour voir les filles qui m'avaient grugé. Je tombe sur elles. Et il y en a une qui me dit qu'il y a 2 mecs, 2 bastards qui arrivent derrière moi. Et il y en a une qui me dit, maintenant tu vas te barrer parce que on te fait tomber pour proxénétisme. Ça a été ma seule et unique expérience dans ce genre. Beaucoup plus tard, De Niro m'a demandé les mêmes services. Jack Nicholson m'a demandé les mêmes services. Je leur ai dit d'aller se faire voir que c'était pas mon métier. Voilà, c'est autre chose. Les habits de proxénétisme, c'était pas pour moi. Voilà. Mais ça se pratique. Et donc ton métier d'attaché de presse, donc t'as permis surtout de rencontrer ton idole de toujours, Burt Lancaster. Absolument. Sur le tournage de Scorpio. Tout à fait. C'est-à-dire que je me suis occupé d'un précédent film de Michael Winner qui s'appelle Lawman, l'homme de la loi, avec Burt Lancaster, un western. Et il était distribué par les artistes associés qui n'y croyaient pas trop. Et donc, j'ai pris le film à bras-le-corps, je l'ai présenté à la presse, etc. Et le film a été un gros succès public et critique, sorti en plein mois d'août. J'ai envoyé les papiers à Michael Winner, qui était à Londres, qui a demandé plus tard à me rencontrer quand il est venu travailler sur Scorpio à Vienne. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et j'ai découvert un type tout à fait formidable, jeune mec, il avait 37-38 ans à l'époque, un des fous de Carnaby Street et du Swinging London, qui avait fait plein de petits films qu'on connaissait très mal en France, qu'on n'avait même pas vu souvent, avec Oliver Reed, David Hemmings, Marianne Faithfull, plein de gens comme ça. Et c'était un mec vraiment formidable, très gentil, très cultivé, brillant. Et donc je l'ai vu travailler, et en même temps il m'a présenté à mon idole Lancaster, voilà, qui était sur le plateau. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Burt Lancaster était un mec très intimidant. J'étais très surpris, c'était un ancien trapéziste et bariste, avec une taille incroyable par rapport à son ancien métier. C'était un mec qui faisait 1m86-87, un gros mec. Un peu comme Daniel, quoi. Mais totalement comme Daniel. Je vois pas pourquoi tu dis un peu, totalement comme Daniel. Voilà. Ça m'étonne pas. Voilà, et donc, grâce à lui, je l'ai rencontré.
Je lui ai envoyé les coupeurs de presse après qu'il était tombé sur l'Oman. On a sympathisé petit à petit, parce que c'était un mec difficile. Hein. On a sympathisé petit à petit, et puis je l'ai rencontré après à Cannes, quand il est venu parler. Il a fait un discours personnel très beau sur la mort de Visconti. Et je l'ai rencontré après quand elle tournait à la RAI, pour la RAI en Italie, la série Marco Polo. Et donc je l'ai vu chez lui à Malibu, il m'a invité, je l'ai vu avec Sidney Pollack, etc. Et donc c'est un compagnonnage qui s'est fait au fil du temps comme ça. Et j'ai travaillé pour Bird pendant 8, 9, 10 ans à peu près. Et d'ailleurs, tu es en train de préparer un livre sur Burt Lancaster. Ah oui, j'ai retranscrit tous mes entretiens avec lui qui sont quand même copieux, voilà. Et puis j'essaie de retracer sa carrière. C'est quand même près de 80 films, hein, dont dans différents genres, des westerns, des polars, des films d'action, des mélodrames, des chefs-d'œuvre. Donc ça fait beaucoup, hein. Des films cultes, des films européens. C'est vraiment un mec, c'est ce que je te raconte, c'est qu'avec Jean Gabin, c'est la personnalité qui m'a le plus impressionné. Jean Gabin que tu as bien connu aussi. Oui, grâce au cinéma, tout ça. Gabin, j'ai rencontré sur le plateau de Verdict, qui était un film d'André Cayatte, qui tournait avec Sophia Loren. Et je reçois un jour un coup de téléphone de l'assistant de Cayatte qui me dit « Monsieur Missian, on vient nous revoir 4-5 films dont on parle beaucoup en ce moment. Vous avez été l'attaché de presse de 3 d'entre eux. Est-ce que vous voulez nous... » Je lui dis « C'est qui les vedettes ?» Il me dit « c'est Jean Gabin et Sophia Loren. » Oh, comment dire non? Voilà, donc je me pointe à Boulogne sur le plateau de Verdict. Je vois Gabin comme ce qu'on disait, un peu à l'écart, en train de regarder ce qui se passait. Je me suis présenté à lui et je dis voilà, monsieur Gabin, je suis l'attaché de presse. Il me dit avec moi ça ne sera pas difficile, je ne fais rien. Je lui dis écoutez, c'est pas très grave, c'est déjà une bosse pour commencer. Il m'a regardé bizarrement. Et puis petit à petit, au fil du temps, les rapports se sont... Sa fille était stagiaire sur le film, elle m'a beaucoup aidé. Et puis, ces gens-là comprennent très vite quand vous les aimez réellement, quand vous connaissez ce qu'ils ont fait et quand vous les aimez. Et donc, c'est un échange qui se fait. Et une fois, comme Lancaster, quand il m'a donné son amitié, ça n'a plus bougé. Ça n'a plus bougé. C'était des mecs d'une droiture exceptionnelle. Des grands souvenirs. Hein. Il y a également Sid Charisse que tu as connu. Ah bah oui. Très bien. Bah oui. Belle femme. Plus que belle. Ouais, c'était une belle femme de l'extérieur, une belle femme de l'intérieur. C'était des gens habités, oui, des gens d'une extrême distinction, d'une extrême gentillesse, d'une extrême amabilité, comment dire, et qui se... Oui, je l'ai rencontrée, elle était venue avec son mari et leur troupe pour un gala qui s'intitulait « À tout cœur » au Palm Beach de Cannes. Je l'ai rencontrée, je lui ai proposé d'écrire un livre sur elle. Et donc, elle m'a invité à venir la voir chez elle à Hollywood, ce que j'ai fait. Et elle m'a ouvert son carnet d'adresses. Là, pour moi, tout ça, c'est des beaux moments de ma vie, quoi. Voilà, c'est derrière. Mais bon, vous passez une journée chez Fred Astaire, chez Gene Kelly, enfin, on rendait tous les grands chorégraphes, c'est quand même des beaux moments, quoi. Oui. Et surtout quand vous êtes petit mouflet. Puis vous allez voir des films à Trouville-Deauville ou dans les arrondissements de Paris, vous ne pouvez pas penser qu'un jour, vous irez à Hollywood voir ces gens-là avec ces gens-là à côté d'eux. Ouais, des monstres sacrés. Oui. Et est-ce que c'était vrai cette légende comme quoi Sid Charisse avait assuré ses jambes? Non, c'est pas Sid Charisse, c'est la MGM qui avait assuré ses jambes. Oui, c'est vrai alors cette histoire. Ah, c'est vrai. 2 millions de dollars. Voilà. Ah oui. 2 millions de dollars. Et au moment de la sortie du livre... mon éditeur reçoit une lettre destinée à Sid Charisse. Je n'ai pas pu m'empêcher de l'ouvrir. Et c'était un avocat qui écrivait, qui était un fan de Sid, et qui lui parlait. J'aimerais beaucoup pouvoir caresser vos jambes, etc. J'ai dit bon, d'accord. Ça se comprend. Hein. J'ai déchiré la lettre et foutu au panier. Voilà. Mais comme quoi, dans toutes les professions, il y a des toqués, il n'y a pas de problème. Oh oui, on en connaît pas mal, mais on ne donnera pas de nom. Voilà. Alors là, on passe carrément à ta carrière de réalisateur, ton premier film, Tir groupé, un peu plus tard. Oui, c'est-à-dire que c'est la filière logique, vous voyez des films, logique, oui. Vous voyez des films, et puis un jour vous avez envie de mettre vous-même la main à la porte, quoi, voilà. Et le fait d'être attaché de presse m'a beaucoup aidé, parce que au fil du temps, j'ai rencontré des producteurs, des distributeurs, des exploitants. Et puis, je suis tombé, grâce à mon chef opérateur, Pierre-William Glenn, qui avait fait
un premier film avec Gérard Lanvin qui s'intitulait Extérieure Nuit, film de Jacques Brel, oui. que j'ai vu. Je suis tombé amoureux, entre guillemets, de Gérard dans le film, et j'ai eu envie d'écrire le film pour lui. Et donc, c'était un tout petit film, et donc je lui ai proposé, on l'a écrit ensemble, partiellement, alors qu'il habitait chez Coluche, sur Gazan, et donc on a avancé comme ça. Et puis, le film n'étant pas cher, un distributeur qui était Joe Siretsky de Parafrance nous a donné un valoir important. Et Sard a dit, écoute, avec la valoir et puis ce que j'ai en fonds de soutien, il n'y a pas de problème, on fait le film. Et on a fait le film pour... En 30 jours. en 30 jours de tournage, oui, 5 millions de francs de l'époque, ce qui n'était rien du tout. Acteurs habillés par eux-mêmes, une série de size derrière la caméra, rien d'autre. Pas de dolly, rien du tout. Et je me suis payé moi-même le plan de grue sur les Champs-Élysées, je l'ai payé moi-même. On n'avait pas les moyens d'avoir une vraie grue, et on a eu une grue EDF. Et Glenn est monté dans une grue Bank-Ballon EDF, et elle avait fait un plan magnifique, parce que bon, mais bon, voilà. Et les producteurs, au début, vous ne voulez pas de Gérard Lanvin, qui ne les avait pas convaincus dans le film de Alain Corneau, je me souviens, avec Yves Montand. Le choix des armes. Le choix des armes. Voilà, il l'avait pas trouvé convaincant dans Une étrange affaire. Il trouvait qu'il était coiffé par Jean-François Belmer et Jean-Pierre Calfon. Et moi, je me suis battu pour Gérard et j'ai obtenu gain de cause. Et j'ai pas eu à m'en plaindre parce qu'il éclate dans le film. Oui. C'est le film qu'on a fait une vedette, du jour au lendemain. Plus d'1 million. 1 million 650 000, ce qui est ahurissant, quoi. Mais c'est le producteur qui a gagné des sous, c'est pas moi, c'est le producteur. Ah ouais. Non, après, on entre dans les escroqueries. C'est une des choses qui m'ont fait quitter le cinéma au bout de 4-5 films, parce que les films valent mieux que le milieu qui les a produits. Hein. C'est un milieu épouvantable. Il requin. On parle de Michael Winner. Michael Winner qui a eu d'énormes succès. Il était dégoûté du cinéma, du milieu du cinéma. Hein, dégoûté. Pas la même raison que toi. Bon, d'autres raisons, parce qu'il travaillait à un autre niveau, mais oui, les gens ne sont pas intéressants, c'est très rarement. Superficiel, grippe-sous, personne parle. Il n'y a que le metteur en scène et quelquefois les comédiens avec, qui sont embringués dans le fait de vouloir faire un beau film, quoi. Alors, ils n'en ont rien à foutre. C'est souvent pareil pour les techniciens, d'ailleurs. Je me souviens, j'ai voulu entraîner pour vous montrer ce que je voulais faire, j'ai essayé d'entraîner certains techniciens à voir des films à la Cinémathèque, ça les emmerdait. Voilà, pour dire, parce que comme j'étais pas metteur en scène technique au départ, je suis comme Truffaut, tout ce là, j'ai appris le cinéma en voyant des films, mais j'avais pas de bagage technique. Le bagage technique est mis petit à petit. Et donc, vous dites à votre chef opérateur, aux gens, vous dites, voilà ce que j'ai envie de voir à l'image, voilà mon cadre, voilà ce que je voudrais voir, et c'est lui qui vous le rend techniquement. Voilà, et donc c'est un travail collectif. Je ne crois pas Truffaut a appris le cinéma comme ça, on apprend le cinéma en le faisant. Contrairement à ceux qui avaient été assistants très longtemps avant, qui arrivaient, mais c'est pas, vous faites pas un film intéressant uniquement parce que vous avez été un grand technicien. Hein. Vous faites un film intéressant quand vous avez quelque chose à dire. Après, la manière de le dire, c'est un travail avec l'équipe. Ensuite, Ronde de nuit avec Eddie Mitchell et toujours Gérard Lanvin. Toujours Gérard Lanvin, toujours Eddie Mitchell, oui. Alors, Eddie Mitchell qui est un vieil ami. Vieil ami, oui, on sait. Eddie Mitchell est un fan total de certains acteurs américains, dont Lancaster. Et quand je me suis occupé de L'Homme de la Loi, le western dont j'ai parlé avec Michael Winner, j'ai invité Eddie Mitchell en projection privée. Il est venu. Et on a parlé, après on est devenus amis, et puis on se voit tous les 2 mois avec Eddie. Hein. Vous êtes vu il y a 2 jours, c'est ça? Oui, bah, ça c'est autre chose, oui, il y a 2 jours. Oui, oui. Il a une bonne descente, a priori. Oui, mais ça c'est connu. Oui, on peut le dire, mais il a une bonne descente et surtout une bonne résistance à la descente. Oui, il reste très lucide, malgré. Tout à fait. C'est un peu comme, c'est notre Bruno Terriano. Et puis, je ne connais pas suffisamment Bruno pour la comparaison, mais... il se défend bien aussi. Je confirme. Mais non, mais c'est des... Mais enfin, il a mis la pédale douce aussi là-dessus quand même, parce que il est 42, il n'est pas jeune. Hein. Ouais, mais ça va, il se porte bien a priori. Il se porte bien, voilà. C'est devenu un acteur extrêmement compétent. Et bon, le chanteur, tout le monde le connaît. Bon, il écrit ses chansons, contrairement à Johnny par exemple, Eddie écrit ses chansons, les paroles. Oui, il est auteur, complètement. Il est auteur. Et d'ailleurs, on peut le remercier pour son émission. La dernière séance. C'est un auteur à la hauteur. Voilà.
qui nous a fait beaucoup de bien à nous, jeunes cinéphiles Bah, de l'époque. Beaucoup ont appris le cinéma en découvrant la dernière séance. Absolument. Ah oui, beaucoup. Alors là, je voulais juste te sauter. Alors, c'est quoi ce film que tu as fait avec Marc Hamill? Ah, Un film qu'on n'a jamais vu en France, d'ailleurs. non, que j'espère pouvoir sortir dans très peu de temps. C'est des questions de droit. J'espère pouvoir le sortir dans très peu de temps. Il y a ESC qui s'est manifesté dans ce sens-là. Ah ouais. Donc, je vais voir avec eux si c'est possible. Voilà. C'était quoi? C'était un thriller? C'est un thriller d'amour et d'action. C'est une comédie policière, en fait. Et c'est un téléfilm au départ, mais sur le nom de Marc, il est sorti en salle cinéma dans certains territoires. D'accord. Mais comment il s'est fait ce film Et c'est fait parce que le financement était tout trouvé et j'avais le choix entre 2-3 acteurs qu'on m'a proposé et Marc Hamill. Marc a eu un gros accident de voiture et qui a un peu abîmé son visage et ça a oblitéré une partie de sa carrière. Ah oui. Et donc il a à un moment donné, son vénétariat énorme à l'époque de la guerre des étoiles a chuté. Et contrairement à Harrison Ford, qui était son grand ami, ils ne sont pas trouvés sur la même longueur d'onde. Et donc il a accepté quelques téléfilms, et donc il a accepté celui-là. Voilà. C'est comme ça que je l'ai connu. Et j'ai découvert un mec formidable. Il venait d'avoir un gros succès à Broadway avec une adaptation théâtrale de Amadeus. Ah oui. Voilà, parce qu'il s'est recyclé par le théâtre. Et j'ai trouvé un acteur, moi c'est le meilleur acteur avec qui j'ai jamais travaillé. Ah hein. oui, carrément. Oh, carrément. Ouais. Disponible, alors évidemment on parle anglais, disponible, Professionnel. J'ai une petite anecdote, c'est que le matin du premier tournage, je savais que j'allais diriger Marc Hamill comme un gros couillon. La veille au soir, j'avais regardé des photos de la guerre des étoiles et compagnie, et je le voyais avec George Lucas et compagnie. Je me suis dit, dans quelle galère je me suis foutu. Et j'ai eu tellement la chocotte, la pétage de ma vie. Hein. Donc j'ai été vomir le matin, j'en pouvais plus. Et lui, j'ai appris que de son côté après, il a fait pareil parce qu'il allait être dirigé par un metteur en scène français. On s'est retrouvés, mais ça s'est très bien passé. Voilà, très bien. Il m'a donné son temps, il m'a vraiment disponible, intelligent. Allons, si tous les acteurs américains sont comme ça, je me souviens, j'avais rencontré Martin Ritt à Cannes. Et Martin Ritt m'avait dit, nous les autres, les metteurs en scène américains, nous avons beaucoup de chance parce que nos stars sont également de très bons comédiens, ce qui est vrai. Quand vous avez De Niro, Pacino et compagnie, Lancaster, Lancaster qui fait le guépard quand même. Hein. On parlait de lui tout à l'heure, vous passez du Corsaire Rouge, Veracruz au guépard, il faut le faire hein, quand même. Non, c'est les comédiens exceptionnels. Très bien, Jean-Claude. Donc c'est un livre vraiment que je vous conseille parce que ce qui est bien avec ce livre, il donne vraiment envie de voir plein de films. Moi, par exemple, ça m'a donné envie de voir Scorpio que j'avais jamais vu, donc le film de Michael Winner. Excellent choix. Et Lancaster, et c'est vraiment un film. C'est étonnant quoi. Il y a une course-poursuite dans un chantier, c'est assez hallucinant. Le métro en construction à Vienne à l'époque. Où il y a Delon et Lancaster qui donnent vraiment de leur personne en faisant leur cascade eux-mêmes. Qui ne sont pas doublés, absolument. Ils ne sont pas doublés, c'est vraiment impressionnant. Et c'est un film que je vous conseille, Scorpio, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Delon, c'est un acteur toujours à réévaluer en fait, parce qu'il a fait plein de genres différents. C'est un excellent comédien. On parlait justement de stars qui sont aussi bons comédiens. Je pense que Delon, avec Depardieu, est le parfait exemple. Delon est un immense comédien. Vous voyez, dans Monsieur Klein, vous voyez, dès ses premiers films, Plein Soleil est un film éblouissant. Ce qu'il fait dedans, alors dirigé par un immense metteur en scène, pas trop, hélas, pas mis toujours à sa juste valeur, qui est René Clément, mais c'est un travail époustouflant qu'il fait dedans, époustouflant. Et Delon est bien dans les rôles à double facette, quand il fait il y a une facette positive, une facette négative. Ce qu'il a dans des films commerciaux. La Tunique Noire. Mais le Dieu en sous-sol, où il se fait passer pour ce qu'il n'est pas, c'est plein de films comme ça, bien sûr. Il était aidé par son physique, d'ailleurs. Physique exceptionnelle. Hein, Comme celui de Daniel, d'ailleurs, aussi. Un petit peu. Ce qui nous amène à Daniel. Pas encore. Excellente transition. Donc ça, je vous le conseille vraiment. Bon, en tout cas, merci. En héritage. Merci de votre accueil à tous et merci de votre gentillesse. C'est avec plaisir. Un plaisir, mais c'est pas fini. Hein. Bon, écoute. Là, on va passer avec Nicolas. Nicolas Stanzik, Minuit Fantastique numéro 3, qui vient de sortir. Oui, c'est ça. Pourquoi sortir numéro 3 Parce qu'après 2, c'est 3, et avant le 4, c'est 3. Voilà, c'est la seule raison. La question. Déjà, la préface est d'Edith Scope.
Donc, fameuse actrice qu'on a surtout vue dans Les yeux sans visage. Et dans un grand nombre de films de Georges Franju, mais chez Buñuel, plus récemment chez Léos Carax dans Only Motors, c'est une grande carrière, Edith Scobb, qui est loin de se réduire à un seul film. Edith Scobb, ouais, c'était vraiment très important pour moi qu'elle signe la préface de ce numéro 3, parce qu'en fait, c'est elle, un peu la marraine de cette intégrale Midi Minuit Fantastique. Moi, je l'avais interviewée sur le volume 1 à propos d'un film qui s'appelait Fantasmagorie, qui était tout à fait inconnu, un film de vampire réalisé par Patrice Melinard en 63, dans lequel elle jouait le rôle d'une femme vampire, récemment dans une espèce de Transylvanie valdoisienne. C'est un long métrage, ça ? Court-métrage, moyen-métrage, 40 minutes. C'était un film que personne n'avait vu depuis une cinquantaine d'années, et donc moi j'étais vraiment extrêmement curieux de savoir ce dont il s'agissait. J'avais fait un long papier sur le film dans le volume 1 de Midi Minuit. Dans le volume 2, on avait fini par sortir le film dans le DVD, et là dans le volume 3, je m'étais dit évidemment ce serait chouette qu'Edith signe la préface. Voilà, il y avait une espèce de continuité absolument évidente, et donc elle a accepté, et elle a fait ce long texte que je trouve vraiment pour le coup exceptionnel, parce qu'elle elle est très généreuse, elle est d'une grande culture, d'une grande intelligence, d'une grande classe, et elle évoque toute sa relation avec Franju, et c'est tout à fait passionnant, parce que c'est vrai c'est une carrière tout à fait étrange. Edith Scobb, c'est pas forcément quelqu'un qui a priori c'est pas une amatrice de cinéma de genre, ce genre de choses, mais bizarrement le cinéma de genre ou le fantastique a toujours été attiré par elle. Voilà, il y a une espèce d'attirance comme ça inexpliquée, et faut qu'on suive ici derrière là. Il y a un fou, il va se calmer, ça rien. On va faire abstraction. Et donc elle avait un petit rôle super sympa dans Le Pack des loups de Christophe. Oui, bien sûr, oui, mais c'est vrai qu'en fait, tout au long de sa carrière, tous les amoureux du fantastique sont toujours allés la chercher à un moment ou à un autre. Et il y a quelque part une extraordinaire cohérence finalement dans sa carrière de ce point de vue-là. Et c'est vrai que dans ce texte, elle revient sur son lien vis-à-vis sur le lien au fantastique, quoi. Tu peux nous expliquer un peu le cheminement, parce qu'en fait la réédition de Midi Minuit Fantastique, moi je le vois avec des gens qui ont les originaux comme beaucoup, et qui les ont collectionnés, etc., et qui hésitent éventuellement à les racheter malgré l'iconographie augmentée, etc. Le plus aussi énorme, c'est justement, comme tu le disais, le DVD. Et donc ma question c'était quel est le cheminement et comment tu retrouves tous ces documents incroyables? Eh bien, en fait, l'idée de base, c'était non seulement de redonner à lire les textes, ça c'est une chose, ces textes qui sont vraiment extrêmement importants, qui sont toujours d'une grande modernité, ça c'était la première chose, mais je voulais donner à voir le mouvement Midi Minuiste né de cette revue. Or ça, c'est quelque chose de beaucoup plus diffus, de beaucoup plus insaisissable. Les uns et les autres, les proches collaborateurs de la revue, ou tous les gens qui étaient dans cette sphère-là, en fait, beaucoup ont fait des films, ont travaillé pour la télé, ont travaillé pour la radio, ont écrit à droite à gauche, et donc je voulais vraiment essayer de donner à voir ce mouvement Midi Minuiste. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis mis en quête de films. Et la première idée, c'était tout simplement d'essayer de retrouver certains des films dont la revue avait parlé, sans qu'on ait jamais eu l'occasion de revoir ces films-là. Et donc Fantasmagorie, par exemple, tout est parti d'une critique qui était dans le numéro 3, signée Alain Lebris, qui visiblement avait assisté à une séance, même pas une séance de presse, elle a dû être une séance faite pour lui, a priori, parce que le film Fantasmagorie, il est passé dans quelques festivals, et puis il y a eu quelques extraits à l'époque à la télévision française, mais en gros, sinon personne ne l'a vu. Voilà, donc c'était vraiment une manière aujourd'hui de le sortir aujourd'hui, c'était une manière de le faire découvrir enfin. Et donc voilà, tous ces films-là, c'est les enquêtes par rapport aux uns et aux autres. Dans le cas de Fantasmagorie, ça avait été donc j'avais ce nom-là, Patrice Melinard, le réalisateur. Qui c'était? Moi, j'en avais aucune idée. J'avais retrouvé quelques infos sur Internet. Visiblement, il était photographe. Il avait travaillé sur un certain nombre de livres. Un livre qui s'appelle Paris Insolite, qui a été ressorti chez un éditeur, chez Attila, il y a quelques années. Donc, je me suis dit, il y a un éditeur, je vais le contacter. Et là, j'apprends qu'il était décédé, mais qu'ils étaient en contact avec la fille de ce réalisateur. Je l'ai contacté en lui expliquant, je cherche absolument à voir Fantasmagorie, par mail, je me souviens. Et je dirais que 20 minutes après, j'ai reçu une réponse. Vous êtes la première personne en 50 ans qui me pose une question par rapport à ce film. J'ai une copie à la maison, vous pouvez passer quand vous voulez. Alors là, j'appelle tout de suite.
Il y avait le numéro de téléphone, je prends rendez-vous l'après-midi, et ça avait été une découverte absolument extraordinaire, parce que non seulement voilà, je voyais un film que personne n'avait vu, et un film avec Edith Scobb, dans le rôle d'une femme vampire, tourné 3 ans après Les Yeux sans visage, mais en plus, c'était un chef-d'œuvre. Voilà, vraiment un chef-d'œuvre. Là, j'exagère. Enfin, je le pense très sincèrement. Ça fait partie de ces films majeurs du cinéma fantastique français qui tiennent la route à côté des Yeux sans visage, à côté de La Belle et la Bête, à côté de tous ces grands classiques. Et puis, du coup, j'ai pu lui poser des questions à Barbara, à Agnès Molinard, pardon, la fille de Patrice Molinard. Et ce que j'ai appris était en plus vraiment absolument étonnant, parce que finalement Patrice Molinard, c'était le beau-frère de Georges Franju, et c'était celui qui avait fait toutes les photos de préparation du sang des bêtes. Et donc, quelque part, la naissance de l'esthétique de Franju, c'est-à-dire l'idée de l'insolite dans le réel, quelque part, c'était Patrice Molinard qui était à l'initiative de ça. Parce que toutes ces fameuses photos très célèbres avec ces écarisseurs lilliputiens à côté de carcasses de bêtes gigantesques, c'était lui qui avait initié tout ça. Et donc, quelque part, Fantasmagorie, c'était aussi une réponse à Franju au sein d'une sorte d'émulation familiale, manière de dire, voilà, toi, tu fais des films fantastiques avec ta personnalité propre, etc. Mais moi aussi, je peux revendiquer une part de cette esthétique, et c'est ce qu'il fait avec ce film, et c'est tout à fait passionnant. Voilà. Et c'est un film merveilleux, c'est-à-dire qu'on est à la fois... C'est une espèce d'adaptation non officielle de Dracula, avec Valentino Valentini dans le rôle de Dracula et Edith Scobb donc dans le rôle d'une femme vampire. Et on est un petit peu dans un passage secret entre Nosferatu de Murnau, Vampire de Dreyer, et avec des fulgurances tout droit sorties de Lost Highway de David Lynch, avec 40 ans d'avance. C'est quand même dingue. Voilà. Jean-Claude, toi tu as suivi un peu Midi Minuit à l'époque ? J'ai très bien connu Michel Camp, très bien Jean-Claude Romer, avec qui j'ai sympathisé. Oui, c'était des garçons délicieux déjà. On a eu un projet en commun avec Michel Camp. On parlait de Silva Cochinelle tout à l'heure. On a voulu faire quelque chose d'important dans Zoom. Je me souviens très très bien. Et puis Jean-Claude, je l'ai suivi parce que c'était Monsieur Cinéma. Et le club des bandes dessinées, GIF, WIF, etc., toutes ces revues confidentielles. Oui, j'ai suivi ça, bien sûr. J'étais fan dès la première heure de Barbara Steele, et j'ai eu l'immense bonheur, moi, comme attaché de presse, de travailler pour Georges Franju. Donc, pour faire Entre Nuits Rouges, c'était un homme merveilleux, drôle, iconoclaste, drôle. Ça, c'est vraiment un de mes grands bons souvenirs. Et c'est un metteur en scène qui est encore aujourd'hui très sous-estimé. Tout à fait, un peu oublié des oui. encyclopédies officielles. Oui, injustement. Il va y avoir une grande rétrospective intégrale de Franju à la Cinémathèque cette année. Donc voilà. Comme on dit, c'est la moindre des politesses. C'est la moindre. Et d'ailleurs, il y a une salle Georges Franju à la Cinémathèque. Donc, voilà. Alors, il avait la dent dure, il dégommait copieusement Henri Langlois dans le privé. Oui, mais il était drôle. Voilà. C'est vrai qu'il vous recevait de différentes manières, habillant en curé, en veilleur. Ah bon? C'est un peu fantasque. Oui, tout à fait. Et son producteur, qui était Raymond Froment, avait produit un film fantastique très très beau, que personne dont parle maintenant, un film de Christian Jacques qui s'appelle Singoalla, qui était un conte nordique très dans l'esprit de Cocteau, un peu magnifique, avec Michel Auclair et Vivek Aline-Foz. Ah bah. Non, pour le coup, non, pas vu. C'est difficile de tout connaître. Hein. Ah bah. Heureusement qu'on ne connaît pas tout, sinon... Bah voilà. Mais oui, en plus, le fantastique a été tellement longtemps le parent pauvre, comme la comédie musicale des cinématographies. Hein. Pareil, c'est des films qui étaient très mal connus, mal vus, mal jugés. Et c'est vrai que Midi Minuit a fait un travail énorme. Je me souviens très bien d'Alain Lebris. C'est des gens qui ont fait un travail en profondeur énorme pour amener tout un public. Pour le coup, c'est les premiers en fait. Midi Minuit Fantastique, c'est la toute première revue européenne dédiée au cinéma de genre. Et sur un plan mondial, je dirais même que c'est la première revue cinéphile, authentiquement cinéphile, dédiée au cinéma de genre. Parce qu'au même moment, aux États-Unis, il y a Famous Monster of Filmland de Forrest J. Ackerman, mais c'était une revue qui s'adressait quand même plutôt aux enfants, c'est-à-dire qu'on pouvait découper sa créature de Frankenstein, se faire un masque de Bela Lugosi, etc. Alors tandis que Midi Minuit, c'était une revue interdite aux mineurs déjà. Voilà, il y avait ce côté-là. D'ailleurs, historiquement, dans l'histoire de la presse, c'est la seule revue interdite aux mineurs dirigée par un rédacteur en chef mineur.
Voilà, c'est tout le symptôme d'une époque dans laquelle on jugeait le genre vraiment comme ou dédié aux débiles mentaux ou peu aux sale, quoi, c'est pervers. ça. Enfin voilà, c'était forcément déviant quelque part. Pour rebondir sur ta question tout à l'heure sur les enquêtes sur les films qu'on essayait de retrouver, dans ce volume 3, il faut que je signale un film que je suis vraiment très très heureux de présenter pour la toute première fois au public. C'est le Dracula en ombre chinoise de Jean Boulet. Parce que ça faisait partie des films pour lesquels je me suis mis en quête dès le début quand je me suis lancé dans l'intégrale Midi Minuit, donc dès 2011-2012. Jean Boulet, c'était l'un des fondateurs de Midi Minuit Fantastique. Il était là sur les 3 premiers numéros. C'était un petit peu le parrain de la bande. Il était plus âgé de 20 ans et lui, il était né en 1920. Et c'est une personnalité complètement hors norme. C'était l'un de ceux qui avait vu tous les films fantastiques des années 30, les Monsters Universal à l'époque. Il en avait été littéralement traumatisé. Et dans les années 40, à une époque 40-50, à une époque où tout ce pan de cinéma avait été oublié parce que les films ne repassaient pas sur les écrans français après-guerre, il était l'un des seuls à écrire là-dessus. Donc c'est le premier à avoir vraiment écrit sur le cinéma fantastique. Et c'était une personnalité tellement fantasme qu'il s'autorisait à réinventer littéralement les films dont il parlait. Par exemple, le Fu Manchu avec Boris Karloff, Le Masque d'Or, c'était devenu un film plein de séquences d'orgies sadomasochistes délirantes, avec de jeunes éphèbes emperlousés, livrés à des caïmans. Tu as excité Daniel. Ah oui, voilà. Je le fais exprès parce que je vois qu'il se dissipe derrière. Et donc, Boulet, oui, une personnalité vraiment extrêmement importante, à l'avant-garde dans plein de domaines, dans la fantasticophilie, ça c'est une chose, mais dans la culture de bande dessinée également, dans le rock'n'roll. C'est quelqu'un qui était habillé de cuir noir 10 ans avant Vince Taylor, qui avait le corps recouvert de tatouages à une époque où seuls les marins et les taulards étaient tatoués, qui était homosexuel revendiqué, qui a été parrainé par Jean Cocteau. Son premier ouvrage de dessin, c'est Cocteau qui le préface. Il a été le secrétaire de Guitry, il a été très proche d'Édith Piaf, de Boris Vian, il a travaillé avec Boris Vian, enfin bref, c'est vraiment quelqu'un d'important. Et dans Midi Minuit, donc il est là sur les 3 premiers numéros, il lègue un petit peu, je dirais, son sens de la provocation, son regard surréaliste, délirant, sa manière d'aimer le cinéma, ça c'est une chose. Mais évidemment, comme c'était une personnalité extrêmement extrême, il avait l'habitude de se brouiller aussi rapidement qu'il s'était lié d'amitié-passion. Et donc, au bout du 3e numéro, après le spécial King Kong, il se brouille avec Michel Caen, Jean-Claude Romer et Alain Lebris, parce qu'il tente finalement de devenir le rédacteur en chef de la revue. Puis Michel Caen va pas laisser faire, tout jeune qu'il était. Et donc, suite à sa rupture avec Midi Minuit, il va se lancer dans ce projet fou de faire un Dracula en ombre chinoise. Quelque part, c'est sa manière à lui d'essayer d'être plus Midi Minuit que les Midi Minuit. Que faire de plus fou dans les années 60 que de lancer une revue dédiée au cinéma fantastique, faire un long métrage fantastique. Et ça va être le début d'une aventure cinématographique délirante qui va avoir lieu dans la cave de son pavillon rue Bobillot. Pendant 2 ans, entre 63 et 65, ça va être une espèce d'atelier permanent, ça va être une utopie artistique, ça va être une espèce de graal à retrouver quelque part, l'Amérique qu'on essaye d'atteindre, c'est un petit peu tout ça, cette aventure-là, et c'est une production sur laquelle quelqu'un comme Philippe Druillet va démarrer et littéralement apprendre à dessiner. Il avait 16 ans à ce moment-là. Boris Bergman, le futur auteur de Bashung, des Aphrodite Child, enfin l'un des plus grands auteurs de la chanson française et anglo-saxonne, va lui aussi faire ses premiers pas artistiques sur ce tournage. Et alors pour le coup, c'est pas du tout un truc académique, c'est vraiment fait de manière autoproduite et de manière totalement délirante. Boulet, c'était quelqu'un qui adorait aller draguer de mauvais garçons dans les coins les plus sordides d'Aubervilliers, donc il ramenait toutes sortes de marlous sur le tournage. Parfois, certaines séances de production se terminaient en partouze délirante, sauf que les mauvais gars qui étaient là se retrouvaient avec une paire de ciseaux pour découper des Dracula agités derrière ce théâtre d'ombre. Et donc, le lendemain, fallait que Druillet, Bergman et les autres rattrapent tout ce qui avait été saccagé la veille. Enfin bref, c'était beaucoup de délire. Et puis, au bout de 2 ans, finalement, ce film, Boulet est passé à autre chose, ça a été inachevé.
Et lorsque Boulet est mort en 70, en fait, tout s'est perdu, vraiment. Donc ce film inachevé, quelque part, même pour les contemporains, même pour ceux qui y ont participé, c'était vraiment quelque chose de mythique. C'était un petit peu toute leur jeunesse, c'était leur initiation, c'était une sorte de promesse qui avait été certes inachevée, mais quelque chose qui restait vraiment de très important pour les uns et les autres. Et tu l'as retrouvé où ? Et alors, donc ça a été une longue quête. Il est dans le livre, un DVD. Voilà, en fait, on a fini par retrouver non pas le film, même pas, je dirais, l'ensemble de ce qui a été tourné, mais on a retrouvé les chutes d'un premier montage, aujourd'hui vraisemblablement totalement disparu. Et on les a retrouvés grâce à François Angelier et à Philippe Drouillet, qui avaient réussi à conserver des éléments. Alors ça, c'est une longue histoire. Alain Venise, dans les années 70, a retrouvé une bobine qu'il a passée à un collectionneur qui avait participé au tournage. La bobine, à un moment donné, a été prêtée à François Angelier, qui en a diffusé des morceaux à Beaubourg en 2001, lors d'un hommage à Jean Boulet. Cette bobine a été numérisée à l'époque par Beaubourg. Elle est revenue chez le collectionneur, qui aujourd'hui ne veut plus s'en séparer. Et la numérisation de Beaubourg avait disparu, mais on a fini par retrouver cette numérisation. Et donc, quand moi je suis tombé enfin sur ces rushs, j'ai été littéralement happé par la beauté de ce que je découvrais. C'était vraiment absolument saisissant, parce que Les Ombres chinoises, c'est vraiment là pour le coup un retour à la préhistoire du cinéma. Il y a quelque chose de radical, vraiment. En même temps, il y a quelque chose d'empreint d'une esthétique complètement expressionniste. Et très rapidement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais on peut le monter. En fait, tout était disparate, c'était complètement désordonné. C'était pas comme une suite d'essais à chaque fois d'une même scène. C'est pas un montage d'origine alors. Non, du tout. D'accord. Et donc du coup, très rapidement, j'ai essayé de le monter. On l'a monté en musique avec Erwan Lega qui s'occupe avec moi des DVD de cette intégrale. Et ça fonctionnait en fait. Et on a abouti à la création donc d'un montage de 9 minutes qui correspond grosso modo aux 100 premières pages du roman de Bram Stoker. Donc c'est les aventures de Jonathan Harker dans le château du comte Dracula. Je devrais dire aventure homo-érotique de Jonathan Harker au château du comte Dracula, parce qu'on est quand même chez Jean Boulet. Et quelque part, quand je me suis retrouvé face à ce film, je l'ai regardé, je sais pas, 10 fois d'affilée. J'ai été complètement envoûté finalement par ce que je voyais, et tout d'un coup j'ai fini par comprendre. Mais non, en fait, je ne suis pas en train de regarder le Dracula de Jean Boulet, je suis en train de regarder son double spectral, décalqué, plan par plan, double spectral, parce que finalement, ce film, potentiellement, n'a jamais existé sous aucune forme. Ce montage dont je parle, personne ne l'a jamais vu, il est probablement disparu, on a que ces chutes qui sont là. Et donc voilà, Boulet, qui était un passionné de magie, et d'ailleurs Les Ombres chinoises, ça recoupait sa passion pour la magie. Il y avait vraiment une volonté d'aller vers quelque chose de cet ordre-là. Et bien finalement, il a réussi son tour de passe-passe, quoi. Voilà, il a fait le film impossible, il a fait un film fantôme. Et quelque part, j'ai été vampirisé par ce film, comme les uns et les autres. Drouillet, quand on lui en parle aujourd'hui, quand je lui ai montré le film, c'est pareil, il a voulu le voir 5-6 fois d'affilée, et il avait les larmes aux yeux. C'était Boris Bergman, quand je lui ai passé le film, c'était il était en état de sidération aussi. Quand on en parle à François Angelier, qui est l'un des premiers à avoir donc projeté les rushs, voilà, pour lui aussi, c'est quelque chose de magique. Et d'ailleurs, ce film est tellement magique que j'ai une théorie sur son tournage. Je pense qu'il s'agit là, en fait, d'une sorte d'invocation de Dracula qui a eu lieu dans la cave de la rue Bobillot. Parce que Jean Boulet était très pote avec Kenneth Anger, qui passait régulièrement sur le tournage. Kenneth Anger, on le sait, par la suite fera Invocation of My Demon Brother. C'est ce grand cinéaste luciférien dont les films sont des invocations lucifériennes. Et finalement, le Dracula en Ombre chinoise, c'est une invocation de Dracula qui aurait réussi, parce que Boulet, c'est le moment où finalement il pète complètement les plombs sur le tournage, il va s'identifier à ses dessins, se faire refaire le visage avec une série d'opérations chirurgicales pour ressembler à ses dessins. Drouillet raconte que c'est le moment où finalement, dès lors qu'il s'est identifié à ses fantasmes, ça a été le début de son parcours masochiste qui va l'amener des années plus tard, on va le retrouver pendu aux portes du désert en Algérie en 70, où dit-on, il se serait converti à l'islam. Moi je pense qu'il s'est plutôt converti aux jeunes musulmans et qu'il y a peut-être eu un règlement de compte. Voilà, ça c'est la première
première chose, mais Invocation de Dracula réussi parce que sur ce tournage, il y a vraiment des talents noirs qui ont éclos, celui de Druillet, celui de Bergman, et donc c'est vraiment un film magique, c'est le film de la traversée du miroir. Et donc voilà, moi je suis très heureux de pouvoir présenter pour la première fois 10 minutes de ce film. Voilà. Et une dernière question, en fait, là donc c'est le volume 3. Le 2 est disponible et le 1 est totalement épuisé maintenant. Alors ça, c'est l'ironie du sort, c'est que l'une des premières idées aussi, c'était de démocratiser Midi Minuit, parce que ces textes étaient devenus ou introuvables ou inabordables. Le numéro 1, c'était dans les 100 €, le numéro 8, c'était dans les 200-300 €, enfin c'était... voilà, plus personne pouvait aujourd'hui s'acheter les Midi Minuit à moins d'avoir vraiment le budget pour. Et donc, moi, l'idée, c'était vraiment de pouvoir enfin réunir toute cette collection dans des livres qu'on allait pouvoir acheter à un prix vraiment abordable. Et l'ironie, c'est que voilà, le numéro 1 est désormais épuisé, et je vois qu'aujourd'hui, ça spécule, et finalement, aujourd'hui, il vaut quasi 10 fois son prix. Pas de réédition en vue, non? Pas tout de suite, en tout cas. Peut-être à la fin, j'en sais rien, mais non, la priorité, c'est de terminer la collection. Mais donc, du coup, on se retrouve avec un volume 1 qui, finalement, vaut plus cher que les numéros d'origine. Voilà. Donc, on a été prêt à notre propre jeu. B-Movie Posters. Le retour. Le numéro 2 vient de sortir, Damien? Tout à fait. Il est sorti il y a pas longtemps. C'est le retour. Déjà, très heureux de pouvoir continuer cette collection qui n'est pas finie. Il y en aura d'autres. Il y aura un volume 3, après il y aura des numéros spéciaux, tout ça. Et c'est toujours très très amusant. Moi, je prends beaucoup de plaisir à me replonger dans ma collection de flyers pour en ressortir un petit peu le meilleur, puisque j'avais déjà fait une présélection donc avant de me lancer dans le volume 1. Mais en fait, je la remets en question à chaque nouveau volume. Je me replonge dans ma collection totale. Et tu vois, par rapport à ceux que j'avais déjà présélectionnés pour le volume 2, en fait, j'en ai gardé qu'un tiers. Et le reste, je me suis replongé dans la collection et j'ai choisi de nouveaux visuels. Mais c'est toujours très très amusant, moi j'aime ça. Ouais. Puis surtout après de revoir les films aussi, c'est carrément génial, quoi. Déjà, ça donne envie de voir des films qu'on connaissait pas du tout. Ouais. C'est le but aussi un peu du livre. Tout à fait. Alors l'idée, c'est bien sûr de proposer, comme le dit le sous-titre du livre, les plus belles affiches de série B de 80 à nos jours. Et comme j'expliquais dans la préface, il y a aussi un côté maintenant un peu plus cinéphilique, de pas forcément aller choisir les plus belles, mais des affiches qui vont aussi en effet permettre de faire connaître des films assez rares et inconnus aux gens, mais aussi des films sur lesquels il y a des choses à dire des fois. Et sur lesquels, des films dont personne ne parle jamais et qui me permettent quand même de raconter des trucs assez intéressants autour de films dont on ne parle jamais et que les gens ne connaissent pas du coup. Et ce que je conseille d'ailleurs à tous les lecteurs du livre, ce que je fais, j'aime bien lire ta chronique et après aller voir sur YouTube la bande-annonce du film. Et c'est un bon complément et c'est vachement sympa. Je conseille à tout le monde de faire la même chose, quoi. Non, mais c'est vrai qu'il y a des trucs des années 80 notamment qui sont très très rigolos à découvrir aujourd'hui et de voir après dans quelles conditions ça a pu être fait, tout ça, et des films. J'en parlais avec 2-3 éditeurs de DVD, parce que j'aimerais bien lancer une collection B-Movie Posters en DVD. J'avais commencé à y travailler moi-même, mais c'est pas mon métier. C'est quand même très compliqué d'aller chercher les films. Il y a des films qui sont quand même vraiment rares, où il y a des problèmes d'ayant droit dessus, tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs qu'on n'a jamais vu ressortir depuis l'époque de la VHS. Il y en a même quelques-uns qui n'ont même pas eu droit à leurs éditions VHS en France, aux États-Unis. Tu trouves une VHS en Chine, une VHS en Espagne, une VHS en Allemagne, et c'est tout, quoi. Donc il y a quand même des films très très rares dedans. Ouais. Il y a un ou deux films dont tu voudrais parler qui seraient à l'intérieur. Par exemple, tu as les productions de la société Silver Star Film Company, qui était donc une société aux Philippines au début des années 80, qui a fait beaucoup de films avec Richard Harrison, des acteurs comme Bo Svensson, Bruce Baron, qui auront par la suite tourné dans la foulée à Hong Kong pour les sociétés IFD et Filmark, dont la plupart des films ont été réalisés par Godfrey Ho. Ils ont donc commencé au tout début des années 80, même 79, début 80 en Philippines avec Silver Star, et ces films-là, par exemple, il y en a très très peu qui existent en VHS en France. La plupart sont sortis quand même en Allemagne, en Espagne, parfois en Argentine aussi, mais c'est à peu près les seules copies qu'on puisse trouver, et c'est des films qui sont vraiment très très rares du coup. Ouais. Donc là, comme dans le volume 1, t'as tout vu? Ouais, tous les films qui sont dedans? Pas forcément tout revu. Il y a des choses que j'ai vues à l'époque, c'est quasiment impossible de remettre la main dessus aujourd'hui, mais sinon j'ai vu tous les films. Ouais. Quel courage. Ouais, aussi, ouais. Mais j'aime ça va. Est-ce qu'il y a des films avec des nains dedans, non Des films avec des nains dedans, non?
Pas dans celui-là, mon souvenir, non, pas dans celui-là. Qui chic les mollets. Tiens, Non. là, j'ai au hasard, Ah, ça a marqué ça, Uncle Biters. Hein. j'ai au hasard Ogroff de Howard, non, de De Norbert Moutier, Norbert NG Moutier, Moon, oui. ouais, je voulais vraiment. Dans le volume 2, j'aurais voulu le faire dans le volume 1, en fait, la thématique Norbert Moutier. Déjà, moi, personnellement, j'aime beaucoup les affiches de ces films, en fait, qui sont vraiment faits à la main, avec une paire de ciseaux, un stick de colle. Il faisait les affiches de ces films comme il faisait les couvertures de son zine Monster Beast. Et je trouve que ça a un cachet assez séduisant et même assez émouvant et attachant. Surtout quand on a connu le personnage, et même s'il est encore vivant, heureusement, mais je voulais vraiment lui rendre C'est hommage pas trop en fait. au travers d'un article sur ses films et sur ses affiches. Et je me disais aussi, c'est une façon un petit peu d'immortaliser les affiches de ces films qui, à un moment, finiront par disparaître, puisqu'elles n'existent uniquement pour la sortie VHS des films qu'il avait tournés, qu'il sortait lui-même en VHS et qui sont édités à 150 exemplaires à tout casser, et qui deviennent de très très rares à trouver aujourd'hui. Ouais. C'est très compliqué. Est-ce que tu peux rappeler qui est Norbert Moutier, parce que tout le monde ne le connaît pas forcément? Alors Norbert Moutier, c'est un ancien rédacteur de l'Écran Fantastique, de Toxic, de Fantastica. Il a même été éditeur de Fantastica à un moment. Mais on le connaît surtout parce qu'il a tenu une boutique qui s'appelle BD Ciné à côté du Square Montolon dans le 9e. On pouvait trouver tout un tas de cassettes très très rares d'ailleurs, de fanzines, de flyers aussi. Il y a bon nombre de flyers dans le volume 1 et dans le volume 2 que j'ai acheté chez lui. On avait beaucoup sympathisé à l'époque. Norbert, il a aussi donc sorti le fanzine Monster Beast. Il y a eu bon nombre de numéros qui étaient personnellement mes fanzines préférées avec Cinézine Zone. Et il a aussi tourné donc quelques films qu'il a fait avec ses propres moyens, entouré d'une bande de potes, dont Bruno. Il y avait aussi Jean Rollin, Christophe Lemaire, Jean-Pierre. Il y avait Kélou. Il y avait dans le premier, dans Groff, où il y avait Alain Petit, il y avait beaucoup de monde dans le premier, dans Groff, et qui a même pu faire Opération Las Vegas avec une de ses stars, donc Richard Harrison, dont je parlais tout à l'heure, qu'il a tourné aux États-Unis. Il était très content. Jean-Claude, il veut dire quelque chose? Non, rien du tout. Non, j'ai gardé un souvenir immense de Bruno en vampire en train de crapahuter sur une route improbable. Je demande qu'à voir. Tiens. On peut le trouver sur quelque part ce film. Non, j'ai vendu les 2 derniers hier. Tu l'as connu toi, Norbert Moutier? Je le connais, c'est difficile de parler de lui sans parler en même temps de son grand rival qui était Pierre Charles. Voilà, de Ciné-Zone. Oui, c'est vrai qu'il y avait une rivalité en quelque sorte entre les deux fanzines, qui se tirait un peu la bourre par moment, même en proposant le même sommaire, quasiment en simultané. Tu avais les mêmes numéros de Cinézone ou Monster Beast. C'est des figures, comme on dit, des figures. Ah oui. Mais Alors- tous de grands connaisseurs en matière de cinéma bis. Vraiment D'ailleurs, Cinézine Zone et Monster Beast, c'était vraiment des bibles pour les amateurs. Ah, moi, j'ai appris beaucoup de choses en lisant ces deux fanzines-là, et une grosse partie de ma culture cinéphilique bis s'est faite avec Norbert, avec Bruno aussi, avec qui j'ai travaillé quelques années, et pendant lesquelles on a beaucoup échangé, qui m'a recommandé beaucoup de films, mais aussi avec Norbert, que je passais voir régulièrement, quasiment tous les soirs, et qui me prêtait à l'époque des cassettes même de sa boutique, de films que je n'avais pas vus, et qui m'a beaucoup Lorraine aidé de en la plus. merde, Claudia Cardinal de la merde, parlez-moi de Rosalba Neri. Oui, il y avait un peu de ça. Et puis Norbert Moutier, personnellement, je garde un souvenir aussi quand même assez fort, puisqu'il m'a beaucoup aidé quand je faisais mon fanzine, en le mettant énormément en avant dans sa boutique. Il y avait même un moment où il finissait par le recommander à tous ses clients. Alors le volume 3, Damien, c'est un projet, c'est... Ah, le volume 3, il est déjà en cours de réalisation et d'écriture. Il sortira en mai, tout début mai. Je suis déjà dessus. Ouais. Ah, je m'arrête plus. Ah, je ne sais pas exactement. Je te le dirai prochainement. Par contre, d'ici peu, je pense que je pourrais t'annoncer un jour précis. Est-ce qu'il y aura une séance de dédicace à Metaluna Store? Oui. Alors Daniel, tu voulais nous parler de quoi aujourd'hui? Moi? Oui, toi. Ah oui, pardon. Oui, je voulais vous parler d'un coffret, d'un beau coffret sorti chez Carlotta sur Brian De Palma. En fait, c'est pas vraiment un documentaire, c'est plutôt une interview assez longue, 1h40 je crois, dans laquelle De Palma parle de son enfance, bon, assez brièvement, et surtout beaucoup de sa carrière, mais bon, la façon dont il parle, dont il évoque son enfance, c'est quand même assez intéressante, et explique une partie de ses choix de carrière et de son avenir de cinéaste.
Voilà, sinon pour le reste, il apparaît extrêmement sympathique, en fait. Globalement, l'image qu'on a de Palma, c'est plus une image de quelqu'un d'assez froid. Et là, il est vraiment très sympa. Et il y a beaucoup d'anecdotes amusantes, notamment sur Orson Welles, où il évoque le film qu'il a tourné avec lui, qui s'appelle How I Get to Know Your Rabbit, je crois, c'est ça ? Ou Get to Know Your Rabbit. Et dans laquelle en fait dans lequel il dit qu'il était extrêmement gêné parce qu'il avait une vingtaine d'années et il avait ce monument, ce monstre de cinéma en face de lui qui l'avait bercé tout au long de son apprentissage de cinéphile. Et en fait il s'est aperçu que Orson Welles n'apprenait pas ses textes. En fait, il arrivait sur le plateau, il connaissait pas ses textes, et petit cinéphile, cinéaste débutant, se voyait dans l'obligation de faire tourner et retourner jusqu'à ce que Welles refaire les prix jusqu'à ce que Welles connaisse son texte. Voilà. Donc des anecdotes comme ça, il y en a beaucoup. Il parle bien évidemment de ses tournages, il parle de George Lucas, de Spielberg, du casting de Carrie, ce qui donne l'occasion de voir quelques images du casting qu'il a fait en parallèle avec George Lucas, puisque George Lucas faisait un casting de La Guerre des Étoiles, et en fait ils ont fait un casting commun, et donc on a quelques images des castings, et on aperçoit Amy Irving faisant les tests pour le rôle de la princesse Leia. Il y a vraiment des choses très, très sympas comme ça. Bon, il parle du tournage d'Obsession, où il n'est pas très tendre envers Cliff Robertson. Voilà, il dit à mi-mot que Cliff Robertson s'est comporté un petit peu comme une petite pute. Oh. Voilà. Qu'il essayait, en fait... Il voyait que Geneviève Bujold elle tirait pas la couverture à elle du tout, mais son personnage, son rôle, sa façon de jouer était tellement impressionnante que elle le reléguait lui au second plan. Donc en fait il essayait de la déconcentrer pendant toutes les scènes qu'ils avaient en commun, quoi. Des petites anecdotes comme ça sur De Niro, sur tous ces films. Et même ces films les moins réussis, enfin en tout cas ceux que moi personnellement j'aime le moins, j'ai presque envie de les revoir. Voilà. Donc c'est un coffret qu'il faut vraiment se procurer. Il y a quelques petits bonus dans le coffret qui sont pas forcément d'une utilité folle, mais bon, il y a 2 facsimilés de dossiers de presse de films, Fury et un autre, je sais plus lequel. Il y a une affichette qui reprend la couverture du coffret. Il y a quelques photos. Enfin bon, voilà. Sinon, le Blu-ray se vend en édition simple, je crois. Voilà, très bien. Donc pour Brian De Palma. C'est très intéressant. Merci. Merci Je Daniel. vous en prie. Il vous en prie. Sandrine, tu vas nous parler de... Alors, je vais vous faire un test. Si je vous dis acromégalie... Daniel Bouteiller. Non. J'en étais sûre. Non, Rondo Hatton. voilà, si je vous dis Je dis hypertrichose, acromégalie... John Merrick. Entre autres. Enfin, Joseph Merrick d'ailleurs. Joseph Son vrai Merrick. prénom c'était Joseph. Joseph Merrick, attention, on va y arriver tout doucement. Mais en fait, je voulais vous faire un petit tour d'horizon en fait, des films, je pense, incontournables quand on parle en fait, des freaks, des phénomènes de foire. Et c'est une première réflexion, on va dire, mais je vais essayer de faire une évolution au niveau du regard, du pire regard au regard le plus fabuleux, la façon dont on peut voir les freaks. Et forcément, je voulais commencer avec tout ce qu'il y a comme toile de fond, l'exhibition
en tant que... je parle pas de ton deuxième métier, mais et voilà. Mais en fait, il y a un film qui pour moi est originel et je pense que pour beaucoup de gens, en fait, c'est le film le plus important. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai une grosse passion en fait pour les phénomènes de foire. Et enfin pour les Fricks et pour Daniel Bouteiller, c'est sûr. Je comprends pourquoi tu t'évises à côté de Renaud. Ouais. Et en fait, voilà, je voulais commencer par parler de Fricks, qui est, comme tout le monde sait, sorti en 1932. Il est sorti dans un contexte particulier. La MGM se tire la bourre en fait, avec Universal et on propose à Todd Browning de sortir le film qui fera que Universal pourra courir derrière. Et en fait, on lui propose donc de faire la monstrueuse parade, donc Fricks. Et donc, il y a une histoire qui a été soumise en fait par celui qui va jouer le rôle de Lilliputien dans le film, qui a déjà bossé avec Todd Browning et qui accessoirement, en fait, je sais pas si vous le saviez, mais son aspirante, en fait, Frida, c'est sa sœur, pour de vrai, dans la vraie vie. Oui. Voilà. Non, mais il y en a qui le savaient pas, moi je l'ai découvert il y a pas longtemps, figurez-vous. Et en fait, ils sont 4 comme ça dans la famille. Juste pour la parenthèse, ils sont 4. Et ils ont monté la Dolls Family. Il a 3 sœurs lilliputiennes et lui. Donc voilà. Et donc, c'est Harry Earls, je cherchais son nom depuis tout à l'heure, donc qui soumet l'idée de l'histoire, en fait, de la monstrueuse parade, en lui tendant la nouvelle, en fait, pure. Voilà, d'où vient Fricks. Et pour tous qui connaissent pas Fricks, en fait, je pense que c'est le premier film qu'il faut regarder quand on s'intéresse au phénomène de foire, quand on s'intéresse aux Fricks. C'est d'autant plus un film important qu'à la base, il était censé être un film d'horreur. C'est quand même... c'est assez particulier quand on... Voilà, c'est un premier regard, j'ai envie de dire, qui est assez sévère, qui est assez dur quand on s'adresse à des personnes. Comme les phénomènes de foire qui sont avant tout des personnes. Oui, mais on est dans les années 30. Hein, oui, aussi. À la base, c'est comme je vous dis, c'est censé être un film d'horreur, mais ça pose plus un autre problème de l'humanité et de la normalité. Est-ce que quand on est anormal, on est forcément inhumain, ou est-ce que quand on est normal, on peut être humain? Enfin, voilà. Les vrais monstres, c'est quand même ceux qui sont normaux, justement. Physiques, dans le film. Ce ne sont pas ceux que l'on croit. Voilà. Mais c'est un film très très humaniste. Complètement. En fait, Fricks, c'est ce qui a inspiré la plupart des films qui vont arriver derrière, dont Elephant Man. Donc Elephant Man arrive en 1980. C'est le film de David Lynch qui suit Hellraiser Head et qui parle forcément de Joseph Merrick, dit Elephant Man. Donc Joseph et pas John. John, en fait, c'est le nom que va lui donner le médecin qui va on va dire l'adopter, mais qui va l'adopter d'abord pour avoir un regard clinique sur Elephant Man. Juste pour la parenthèse, Elephant Man, en fait, lui, il souffre pour de vrai du syndrome de Proté. En fait, pendant des années et des années, on n'a jamais su en fait ce qu'il avait, et en fait, il tient comme toi. Et donc, c'est le syndrome de Proté qui est marrant. C'est pas Proté. Non, Prouté, c'est autre chose. Et donc, il souffre du syndrome de Proté. Et c'est vrai que le film d'Elephant Man est intéressant parce qu'il interroge aussi sur l'humanité. Et Joseph Merrick le dit lui-même, en fait, quand il dit « je suis pas un animal, je suis un homme », quand il est dans la gare, qu'il est oppressé par toutes ces personnes. Et donc du coup voilà, ça pose quand même la question dans les toilettes, oui. Et ça pose vraiment la question de l'humanité, d'autant plus que considéré comme un animal, c'est dur hein, avec vous. Hein. Vous êtes très très dur, très très dur. Ils sont pas très gentils avec toi. Non, c'est très très dur. Proté, le syndrome de Proté. Donc, tu élèves le débat, il se traîne dans le n'importe quoi. Oui, c'est pour ça, c'est pas grave. Et tu élèves le débat. En fait, c'est pour moi, c'est commencer par ces deux films, que ce soit Fricks ou que ce soit par Elephant Man, c'était important parce que c'est pour moi les films qui sont incontournables quand on parle des phénomènes de foire, quand on parle des Fricks. Parce que ça interroge au niveau de l'humanité, ça interroge au niveau de la normalité et de la normalité. Ça interroge sur beaucoup de choses et ça interroge surtout sur le regard qu'on peut avoir envers ces gens. Et est-ce que le cinéma nous a pas aidé à porter un autre regard justement sur les phénomènes de foire, autre que le premier regard on doit avoir sur ces gens. Parce qu'à la base, faut pas oublier, quand on allait voir les phénomènes de foire, c'était surtout pour
j'ai envie de dire, pour se rassurer sur sa propre humanité, en tant que on est normal, on n'est pas rejeté et on n'est pas au banc de l'humanité. Et ces gens-là, si on peut, ces personnes-là, parce que ce sont avant tout des personnes, ont servi à se rassurer, oui, sur notre propre humanité, sur nos propres êtres. Et c'est pour ça que quand on doit commencer à parler de phénomène de foire, de frics, on doit commencer par ces 2 films. Parce qu'ils sont super importants, à mon sens. Ça a toujours posé un problème d'ailleurs dans le cinéma, la représentation de ce genre de personnages en réalité, parce que dans Freaks, physiquement, ce sont vraiment des Freaks. Ils sont issus du circuit. Et il y a eu 2 autres exemples aussi, je ne sais pas si tu voulais en parler, je t'ai coupé là, mais il y a un film japonais de la fin des années 60 qui s'appelle Horror of the Malformed Man, de Teruo Ishii, qui vient de ressortir dernièrement, qui est toujours interdit au Japon parce que c'est un film fantastique qui a un sujet relativement similaire au Browning, mais qui va beaucoup plus loin dans le délire, et où les personnages sont réellement des gens difformes, et c'est strictement interdit au Japon. Le film est pourtant date maintenant de 69 de mémoire, et est toujours interdit là-bas. Et il y a un autre film qui me revient aussi et qui avait été très mal reçu, parce que finalement ce thème, quand il est abordé dans le cinéma de genre, est finalement assez mal reçu en général à son époque. C'est puisque tu en parlais, de Michael Weiner, La Sentinelle des Maudits, dans lequel il y a aussi justement avec là un aspect fantastique, des gens qui sont réellement des frics, et ça avait choqué beaucoup de gens à l'époque, comme le frics de Browning à son époque. Il y a Masque aussi, non? Tu voulais parler de Masque. Masque, je l'ai revu il n'y a pas longtemps justement pour aujourd'hui, et alors, il y a un petit détail dans Masque, en fait, parce que ça parle, en fait, de Roy L. Dennis, qui a vraiment existé, qui malheureusement est décédé à 17 ans. Il était atteint de dysphasie. Une créma, je sais plus quoi, en fait. Et ça lui donnait un visage de lion, on va dire. Voilà. Et ce film, Masque, est sorti en 1985. C'est avec Cher, avec Eric Stoltz, qui est franchement juste formidable. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, mais il y a un détail dans la chambre de Dennis, enfin de Rocky, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le film. Il y a un détail. Et ça m'a fait rire, parce que ça résume vraiment la personnalité de Rocky. Et en fait, il a un autocollant dans sa chambre où c'est marqué « Why be normal ?» Et c'est tout lui. Parce que quand vous regardez le film, en fait, c'est lui qui va réussir à changer ce regard qu'on peut avoir sur les frics. C'est un personnage, c'est c'est un Joseph Merrick numéro 2, si on peut dire, en fait, quoi. Et ce film, il est juste formidable. Le personnage, enfin la personne, parce qu'il a vraiment existé, est juste formidable. C'est un rayon de soleil. Il attire les regards, justement, plus bienveillants, en fait. D'ailleurs, il est très entouré, en fait. Il a une famille autour de lui de motards, avec sa maman, qui est jouée par Cher. Et finalement, quand j'ai revu le film il n'y a pas longtemps, j'ai eu un pincement au cœur quand il rentre à l'école. Et rien n'est pire que l'école. Rien n'est pire que les gars entre eux, quoi, les ados entre eux, quoi. Et justement, quand il commence à rentrer dans l'école, on entend un gars qui dit, enfin l'équivalent en français, de « enlève ton masque ». Et là, oui, c'est cruel, en fait. Et ce qui est juste magique, c'est que à force d'être lui-même, en tant que personne, pas en tant que monstre, il arrive à faire se dégeler les cœurs, en fait. Enfin, ça fait un peu bisounours de dire ça, mais c'est ce qui se passe, en fait. Les gens commencent à l'apprécier en tant que personne, et puis en tant que personne en dehors de l'humanité. Et il y a d'ailleurs des scènes qui sont juste formidables dans ce film, rien que pour vous donner envie de le revoir, parce que franchement, de le revoir, j'étais au plafond, quoi. Mais vraiment, il y a une scène pour moi qui est magique. Ça ressemble un petit peu justement à Joseph Merrick quand il va à l'opéra. Là, il doit se rendre à son truc de promo, truc de fin d'année. Et en fait, il est avec sa mère, qu'avec les motards, avec le petit copain de sa mère, ils sont en train de boire des bières, et lui, il fait « je peux pas m'y rendre en jean, quoi. » Ça, c'est son problème, je peux pas m'y rendre en jean. Donc, il a quand même oublié son visage à la base, son problème, c'est son putain de jean, il peut pas se rendre là-bas avec son jean. Et la scène est magique, parce qu'il commence à lui dire « bah non, t'iras comme ça, machin, va me chercher une bière. » Et en fait, il se comporte comme n'importe quel ado, en définitive. Il va dans la cuisine, il ouvre le frigo, et qu'est-ce qu'il y a dans le frigo ? Il y a son costume.
ils se sont tous ils se sont tous mis un peu de thunes et tout. Enfin, ils ont fait une cagnotte pour qu'il puisse avoir son costume. Et quand il va se rendre en costume à cette fin d'année, à sa remise de diplôme, et ben c'est un peu comme Joseph Méry quand il est à l'opéra. Ça se voit en fait il est là en fait. Il n'est pas en dehors de l'humanité, il n'est pas en dehors des gens en fait. Il est là. D'accord. Voilà. Donc voilà. Très bien. Renaud ? Alors moi je voulais vous C'est à parler. toi, Renaud. Je voulais vous parler tout simplement d'un film que j'ai revu par un Blu-ray édité chez LCJ. C'est Icomica d'Henri Verneuil. Un film de 1979 qui est un peu, pas une parabole, mais qui s'inspire très largement de l'assassinat de Kennedy. Dedans, on trouve Yves Montand. Il y a toute une pléiade de second rôle assez savoureux. Il y a même Brigitte Lay dans un tout petit rôle. Elle parle pas, hein. On voit juste ses jolis attributs à un moment donné. Ouais, c'est vrai qu'on la voit pas beaucoup, mais bon. Elle a quand même un rôle important. Pas assez, peut-être. Pas assez, on la voit jamais assez de toute façon. Et donc ça raconte l'histoire d'un personnage, on dit un procureur, c'est ça, joué par Yves Montand, qui seul contre tous refuse d'entériner les résultats d'une enquête d'un président imaginaire dans un pays imaginaire. Et le film est vraiment... J'avais vu quand j'étais gamin, moi c'est un film qui me foutait les pétoches en fait. Il y a notamment une scène de bande audio qui est passée à l'envers. C'est un terme qui va revenir à la mode. Qui va revenir à la mode. Et finalement, en revoyant le film, il m'a mis encore mal à l'aise. Et voilà, alors, si vous me coupez tout... Non. Vous n'êtes pas sympa. Mais bon, c'est vraiment un excellent film. Et quand on ressort de ce film-là, je suis ressorti presque déprimé. Parce que on se rend compte qu'il n'y a plus aucun réalisateur français qui est capable de faire un film de cette profondeur, de cette intelligence, sur un sujet assez simple, mais passionnant. Quand même. Ça, je sais pas. Donc voilà, c'est magnifique partition d'Ennio Morricone. Une belle partition d'Ennio Morricone. Oui, c'est peut-être pas sa meilleure. Oh, si. C'est pas mal, mais c'est pas excellent. Bon, voilà, donc malheureusement, je crois que le Blu-ray est plus ou moins pas épuisé, mais en dessous de 30 €, ça va devenir compliqué de pouvoir l'acheter ou alors en occasion. Mais je vous invite à le redécouvrir. Jean-Claude, t'as bien connu Yves Montand ? J'ai très bien connu Yves Montand, qui était un homme délicieux, charmant, très simple, très gentil, et j'ai eu des très beaux rapports avec lui. J'ai dû faire 4 ou 5 films avec lui, dont Vincent François Paul et les autres, Les Routes du Sud, Le Sauvage et La Menace d'Alain Corneau. Voilà. J'ai gardé de très bons rapports avec lui, des bons souvenirs en plus. Oui, c'est un homme très simple, très gentil. Très gentil, pas du tout... On a dit beaucoup de choses à tort et à travers sur Yves, hein, et c'était quelqu'un d'extrêmement généreux dans la vie. Très, très, très généreux. Voilà ce que je peux dire. Alors, je précise que le titre Icomica prend tout son sens à la fin du film. Bien évidemment, je vais pas le dévoiler, mais ça donne une dimension mythologique supplémentaire au film, qui est un film profond tout en étant distrayant. Très bien. Bruno ? Ouais, pardon. Oh, j'ai 2 micros. T'as 2 micros. Mais lequel choisir ? Faut pas dormir, pas dormir. Et donc, pour rendre hommage à Jean-Claude qui est parmi nous et qui aime les actrices italiennes, moi je vais parler d'un film italien, donc avec une actrice italienne dont tu parlais tout à l'heure, je crois, Rosa Albanieri. Hein, on ne sait pas Silvia Costina, c'est sûr, mais tout de même. Et donc en fait, ce Lady Frankenstein, qui vient de ressortir en Blu-ray en Angleterre, c'est un film qui m'est cher particulièrement parce que c'est le premier film que j'ai vu au Brady, par le plus grand des hasards, hein, parce que le mois de mes 13 ans, je découvrais le cinéma et le cinéma fantastique où la plupart des films étaient interdits à l'époque simplement à travers les résumés de l'officiel des spectacles, et ce mois-là j'ai enfin pu aller par le plus grand des hasards découvrir le Brady. Moi je voulais voir le film parce qu'il s'appelait Lady Frankenstein, cet obsédé sexuel, et ça me parlait forcément, et voilà, et donc je l'ai découvert à ce moment-là, et c'est un film qui est un film italien réalisé par un réalisateur américain, Mel Wells, qui est surtout connu pour avoir joué un rôle important dans Little Shop of Horrors. C'est un réalisateur américain. Il a fait 2 films avec tous ces systèmes de coprod
à l'époque entre les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie, etc. Il a été amené à réaliser 2 films en Italie, celui-ci donc, et Baron Vampire, voilà, qui lui est resté relativement rare et qu'on voit quasiment plus. Et là, en fait, un éditeur anglais, parce que le film a eu toutes sortes de montages. La version française à l'époque du film ne coupait aucune des scènes érotiques qui paraissent relativement soft maintenant, mais qui me paraissaient incroyables à l'époque, mais coupait beaucoup de scènes de dialogue. Voilà. Et donc c'était impossible de voir une version intégrale du film. Et un éditeur anglais qui s'appelle Nucleus a fait un crowdfunding qui a super bien marché pour rééditer et restaurer avec des suppléments incroyables ce film. Qui est non plus. Enfin, quoique je sais plus, mais peut-être quand même. Et donc c'est la fin c'est déjà presque la fin du gothique italien, qui était évidemment quand même très inspiré par le gothique anglais et par la Hammer. Et qu'est-ce qui restait à faire dans ce style qui commençait à être un peu désuet, c'était y introduire de l'érotisme le plus possible. Donc là, c'est la fille du docteur Frankenstein qui est Roselle Bannieri, qui revient de ses études de médecine, qui est relativement nymphomane et qui décide... Pourquoi ça vous fait rire? Qu'entends-tu par relativement? C'était quoi pour relativement? Nymphomane? Oui. Non, elle l'est totalement en fait. Et en fait, malgré son apparence de comtesse très classe, etc., vu que Roselle Bannieri, qui a joué dans pas mal de films italiens de ce genre à l'époque, dans le Diléo, les insatisfaites poupées érotiques, etc., elle a toujours sexualité prononcée, on va dire. Et donc, elle a gardé un très très bon souvenir de Gordon Scott, Roselle Bannieri. Ah oui, c'est vrai. Parce que là, dans les interviews, il y en a beaucoup, il y a des heures d'interviews. Un documentaire allemand qui a été fait il y a quelques années où tous les gens sont interviewés, c'est truffé d'anecdotes. Elle se souvient juste que ce genre de film l'emmerdait et qu'il faisait froid, mais que les costumes étaient sympas et qu'elle était bien payée, voilà. Mais par contre, elle est super convaincante en comtesse Frankenstein, qui reprend les expériences de son père, qui lui meurt tué par sa première créature, et décide que comme finalement l'aspect sexuel, la sexualité c'est important, de cumuler en fait l'esprit de l'assistant de son père, mais qui lui est très laid. Enfin, ceci dit, Paul Muller, il n'est pas si laid, mais bon. Et le corps du serviteur, qui lui est totalement débile, mais super beau. Et donc, elle demande à l'assistant de son père de se suicider, carrément, pour que son cerveau soit donc inclus dans le corps de l'éphèbe. Et voilà, et il y a de la nécrophilie, enfin, c'est complètement délirant, et c'est vraiment excellent. Et l'éditeur a fait un boulot incroyable de restauration. Et donc la version est intégrale, c'est magnifique. Et ça serait bien que ça ressorte en France d'ailleurs, parce que ça reste quand même, avec Les Vierges de la pleine lune et quelques films de l'époque, qui lui est ressorti heureusement, un classique, et Roselle Bannieri est absolument génial. Comme aurait dit mon ancien producteur Alain Sard, j'ai déjà envie de le voir. Très bien Bruno. Alors oui, c'est le mot de la fin pour ce numéro 13. Merci Nicolas d'être venu. Merci. J'espère qu'on aura plaisir de te revoir. Avec plaisir. Merci Jean-Claude. À tout à l'heure alors. À tout à l'heure, ouais. Merci aux autres. Merci à vous, à bientôt et au revoir. Au revoir. Ciao. Voilà.